Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, nous parlerons de la fiscalité des ultra-riches. C'est une question importante dans le cadre de l'indice d'opacité financière de Tax Justice Network, mais c'est aussi des éléments d'analyse importants pour le rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde. Mais avec la juriste et experte fiscale du Burundi, Théodette Buyoya, nous allons comprendre que les ultra-riches peuvent être beaucoup plus complexes à taxer, surtout si ces ultra-riches commercialisent le produit de la foi. De l'autre côté, nous allons parler de la lutte contre les flux financiers illicites avec Joëlle Traoré. C'est une chercheuse originaire du Burkina Faso, mais qui travaille pour des instances européennes. Elle partagera avec nous un début de ce qu'elle a suivi en discutant avec des décideurs politiques africains, aussi bien au niveau des pays qu'au niveau des instances de la région. Je rappelle que vous pouvez suivre notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network de taxcast.net et vous cherchez l'onglet en français. Pour nous écouter sur YouTube, allez sur la page www.impôts et justice sociale. Nous sommes présents sur Facebook, Impôts et Justice Sociale, sur Twitter, #Impôts Social. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, recherchez votre programme. Voilà ce que nous vous avions prévu pour la une. À tout de suite pour les détails. Je vous le disais en début de programme, nous allons parler de la fiscalité des ultra-riches. C'est une question importante pour Tax Justice Network. Nous abordons la question dans le cadre de l'analyse des indices d'opacité financière, notamment nous nous assurons dans un des indicateurs que les pays possèdent au sein des administrations fiscales des unités spécialement chargées de cette catégorie de contribuables. Mais aussi, les ultra-riches sont indexés dans le cadre de notre rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde, comme ceux à côté des multinationales qui sont les plus responsables de l'évasion fiscale dans les pays, notamment dans les pays africains. Mais avec la juriste et experte fiscale d'origine burundaise, Théodette Buyoya, nous allons comprendre que taxer les ultra-riches peut être plus complexe, surtout si ces ultra-riches ont comme pour activité le commerce de Dieu, le commerce de la foi. Nous parlons ici des ultra-riches qui ont leur revenu à travers les églises. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec Théodette Buyoya sur ce sujet en particulier. Théodette Buyoya, vous êtes une experte de l'administration fiscale au Burundi, ce pays situé dans la zone centrale de l'Afrique. Et vous avez récemment fait une étude avec d'autres collègues sur un aspect de la fiscalité, notamment la taxation des ultra-riches. Pas seulement des ultra-riches, mais des ultra-riches du secteur de la religion. On ne s'en rend presque jamais compte, mais la religion en Afrique est devenue un business. Dites-nous comment vous est venue l'idée de mener ce type d'études. L'idée m'est venue quand j'ai regardé le mode de vie des dirigeants des églises au Burundi et j'ai aussi analysé le courant de la création des églises au Burundi et en essayant d'analyser le cadre juridique qui régit les églises au Burundi, j'ai pu constater que ce mouvement de création des églises se cache derrière des associations sans but lucratif. Les associations sans but lucratif comme des confessions religieuses, mais qui en même temps se lancent dans des activités économiques pour cacher, pour dissimuler leurs revenus qui pourtant devraient être taxés
conformément à la loi, conformément aux lois fiscales burundaises. Et le plus grave, votre étude le démontre, c'est que ces religieux ont tellement d'influence qu'ils parviennent à contrôler ceux qui sont chargés d'établir des lois fiscales ou d'appliquer des lois fiscales. Du coup, même quand ils sont des individus ultra riches, très peu de gens ont envie d'aller les taxer selon les enquêtes que vous avez menées. Oui, exactement. Selon les enquêtes que j'ai pu mener, j'ai vu que ces gens-là ont une influence, ils ont des liens avec le pouvoir politique, de façon que pour prendre une dernière décision qui concerne la société burundaise, le chef de l'État ou bien le gouvernement a fait recours aux avis de ces hommes religieux qui sont regroupés dans un conseil national des confessions religieuses. Donc, ces gens-là ont une influence sur le pouvoir politique de façon à ce que pouvoir taxer leurs revenus, et c'est un défi pour les autorités fiscales burundaises. Alors, évidemment, c'est un défi pour tout le monde, parce que quand on regarde les hommes de religion, c'est les hommes de paix, c'est les hommes du paradis, c'est les hommes, on a presque peur de les offenser, parce que le jour où on va ne plus être là, on a besoin de leur bénédiction. Mais comment êtes-vous parvenu à identifier que dans une activité de paix, une activité de sérénité, se cache un business? Comment avez-vous pu démontrer le business de l'Église? Le business se cache derrière leurs pratiques que je dirais dommageables. Ces gens-là commercialisent, ce sont de vrais entrepreneurs. Ils commercialisent le pouvoir rédempteur de Dieu. Ils commercialisent l'évangile de prospérité. Ils attirent leurs clients, les membres de l'Église, par des techniques de marketing qui ne sont pas du tout différentes que le marketing que font les entreprises commerciales. Vous avez dit on avait primé le meilleur spirituel, le meilleur croyant, un peu comme on prime le meilleur client. Voilà. Dimanche du 13 août 2023, il y a une église au Burundi, où un pasteur a primé et a décerné un prix de meilleur chrétien de l'année. Donc, ce prix a été décerné à un chrétien qui a offert beaucoup d'argent, plus que les autres à l'église. Vous voyez vous-même que cette technique, cette marketing n'est pas aussi loin que celle pratiquée par les entreprises commerciales. C'est sûr. Une autre chose, ces dirigeants des églises font même des consultances, parce qu'il y a des églises où pour avoir une bénédiction ou bien un conseil du pasteur, il faut payer de 10 à 15 000 francs burundais. Donc, ce sont des honoraires qui devraient être taxés conformément à la loi, mais qui ne sont pas taxés. Il y a aussi des hommes des églises qui se disent qu'il faut prier pour quelqu'un qui est malade ou bien qui a des problèmes, quoi. Et il faut alors payer leur transport, il faut payer leur per diem. Et il faut lui chercher de quoi manger. Donc, il faut le prendre en charge quand il se déplace de l'église vers l'endroit où se trouve le client. Moi, je préfère les qualifier que ce sont des clients, parce que ce sont des services qu'offrent ces gens de l'église, mais qui se cachent derrière le caractère religieux, le caractère spirituel d'associations sans but lucratif, mais qui est pourtant des services qui sont vraiment qualifiés comme des services à caractère économique. Voilà. Non, mais c'est très intéressant, parce que en plus, effectivement, on a vu que de plus en plus, il y a non seulement des pasteurs africains qui deviennent chaque jour un peu plus riches, hein. En tout cas, ils disent heureux les pauvres, mais eux, voilà, ils roulent carrosse, hein. Moi, j'aimerais être pasteur africain. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des pasteurs africains. On se rend compte aussi qu'il y a un mouvement d'évangélisme international, des internationaux qui viennent dans nos pays en Afrique organiser des grandes messes, et les gens viennent leur donner de l'argent qu'ils ne laissent pas dans le pays, ils partent avec. Donc, finalement, est-ce que vous pensez qu'il serait bien d'imaginer une taxation
de la foi, aussi bien en interne que pour les grandes multinationales religieuses. Ce mouvement s'observe surtout, non pas au Burundi seulement, c'est presque sur toute la partie de l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a une décennie qu'on voit ce mouvement des églises internationales qui viennent s'installer dans cette partie de l'Afrique. Au Burundi, le Burundi n'a pas été épargné parce que le Burundi est devenu un marché de ce genre de services parce que c'est un pays pauvre où la population a des problèmes économiques. Et on peut leur dire que Dieu va les aider. Et voilà, donc ces gens-là viennent avec leur évangile de prospérité, parce que Dieu va compenser cette pauvreté par la bénédiction à travers ces gens-là. Et à l'interne, parce que mon étude s'est focalisée sur le Burundi, j'ai analysé le cadre juridique burundais, donc en commençant par la loi suprême, la Constitution, donc qui reconnaît ce genre d'organisation comme des ASBL. Et il y a aussi de notre part une loi sur les sociétés commerciales, donc les entreprises publiques et privées, et qui dit que une association sans but lucratif qui s'oriente dans des activités économiques devient automatiquement une entreprise commerciale. Donc, à partir de ces deux lois, j'ai pu qualifier les services de ces dirigeants des églises comme étant des services qui se font dans le cadre d'une entreprise commerciale, comme le dit la loi sur les sociétés. Et de notre part, la loi de l'impôt sur les revenus oblige les dirigeants d'une entreprise commerciale à déclarer et à payer l'impôt sur les revenus, sur ces revenus. Et à partir de cette disposition, c'est l'article 30 de la loi de l'impôt sur le revenu au Burundi. Et cette disposition définit très bien ce que c'est l'impôt sur les revenus d'emploi. Ça fait aussi partie de mon étude. Donc, j'ai pu constater que l'impôt sur les revenus d'emploi au Burundi comprend les revenus, les allocations de maladie, les dons, tout revenu d'origine incertaine. Donc, tout ça sont qualifiés des revenus d'emploi. Et il faudrait payer un impôt dessus. Voilà. Et si je regarde alors les revenus de ces gens, la source de revenus de ces hommes des églises, sont vraiment bel et bien qualifiés comme des revenus d'emploi au Burundi. Et j'ai pu alors conclure qu'il fallait taxer ces dirigeants des églises conformément à cette disposition de la loi, et puis les qualifier comme des revenus d'emploi. Et d'une autre part, il y a aussi une loi, la loi sur les procédures fiscales, qui a catégorisé les contribuables au Burundi. Donc, on a classé les grands contribuables, donc les hommes riches, les moyens et les petits contribuables. Okay. Et je me suis dit, alors, comment alors l'administration fiscale pourrait taxer les revenus de ces gens? Comment l'administration fiscale burundaise peut classifier ces dirigeants les revenus de ces dirigeants des églises. Bien sûr que ces dirigeants ne sont pas tous des grands contribuables, mais qu'ils soient grands ou petits ou moyens contribuables, il faut que ces revenus soient taxés conformément à la loi. Je me suis demandé alors pourquoi l'administration fiscale ne classe pas les revenus de ces gens conformément à la loi sur les procédures fiscales. Ouais. D'accord. Et autre chose aussi, c'est que parfois ce qu'on dit, c'est que c'est difficile de taxer les revenus des dirigeants d'église parce que parfois les biens qu'ils disent posséder sont des biens non pas personnels, mais les biens de l'organisation religieuse, même s'ils ont le droit de les toucher. Mais ils diront que c'est les dons qui ont été faits à l'église et non pas forcément au pasteur. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que des mécanismes comme par exemple une mise en œuvre de la propriété effective pourraient permettre de compléter la loi sur la fiscalité des revenus qui touche les pasteurs individuels et qui permettrait de prélever les revenus même sur les organisations du type confessionnel? Moi, je dirais que c'est une autre forme d'évasion fiscale.
ils disent que les biens des dirigeants des églises ne sont pas leur propre propriété, mais si on observe la source de leurs revenus, on peut bel et bien distinguer les revenus de l'église et les revenus des dirigeants des églises. Et on peut même associer les revenus de l'église à leurs revenus. Parce que même si ça appartient à l'église, il y a un bénéficiaire final. Exactement. Donc, mais c'est pourquoi dans mon étude, j'ai visé directement les revenus des dirigeants de l'Église. Parce que la loi existe déjà au Burundi. Oui. J'ai pas voulu me focaliser sur les revenus des églises. Voilà, les revenus des églises que je pourrais aussi entamer par une autre étude quantitative, parce que mon étude était qualitative. Et voilà. Donc, il faut même aussi renforcer le cadre juridique de la taxation de ces revenus-là. C'est aussi une recommandation que j'ai formulée dans mon étude. Okay. Il fallait aussi renforcer la taxation de ces revenus, voilà, et instituer une loi spécifique sur cette catégorie de gens, mais aussi établir au Burundi une loi sur la propriété pour différencier les revenus des dirigeants et les revenus des organisations. En tout cas, je peux vous rassurer, expert Théodette Boyayo, que c'est quelque chose qui désormais intéresse Tax Justice Network. Effectivement, nous on serait très contents sur la base de votre modèle, de votre méthodologie d'analyse, de faire cette étude-là sur la propriété effective au Burundi, mais en focalisant sur la propriété effective dans le secteur du commerce de Dieu. C'est quelque chose qui vous intéresserait? Merci, ça me ferait plaisir. Absolument. Et ça m'intéresserait aussi. Je disais tantôt que après cette étude, je vais me focaliser cette fois-ci à la taxation, à la source aussi des revenus des confessions religieuses par une étude quantitative. Donc, j'espère aussi me focaliser sur cet aspect-là. En tout cas, nous, on sera très contents de participer à ce genre de réflexion parce qu'effectivement, l'Afrique a besoin de mobiliser des ressources pour financer son développement, notamment le Burundi, où il y a encore beaucoup trop de gens qui n'ont pas accès à l'hôpital, des filles qui ne vont pas à l'école, des enfants qui ne peuvent pas manger tous les jours. Et nous vous remercions de faire l'effort de réflexion pour cela. Merci beaucoup pour cette occasion et ça me ferait plaisir de collaborer avec Tax Justice Network Africa pour aider les pays africains à mobiliser les ressources fiscales. Pas facile en effet lorsque quelqu'un mène comme proactivité le commerce de Dieu. Nous avons peur de nos religieux, ils peuvent nous damer si nous nous amusons, mais pourtant ils génèrent de grosses fortunes, pas seulement au niveau des pays, mais aussi il existe des personnes qui ont pour activité la religion internationale, les multinationales de la religion de la foi, pour utiliser l'expression de Théodette Boyayo. Nous devons pourtant les taxer et ça peut être un chemin complexe. Quelque chose de complexe aussi, c'est la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique. Les gouvernements sont résolus, des instances comme la Commission des Nations Unies, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, sont fortement engagés et pourtant les flux financiers illicites demeurent un problème. En tout cas, c'est ce que partage avec nous Joëlle Traoré. Elle est d'origine du Burkina Faso et elle travaille sur un projet de rapport qui évalue cette situation-là en Afrique pour les instances européennes, bien sûr, mais c'est un rapport qui profitera à l'Afrique. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec Joëlle Traoré du Burkina Faso. Alors, Joëlle Traoré, finalement, tu fais cette étude qui examine l'évolution des politiques publiques prises contre les flux financiers illicites en Afrique. Ça fait un bon paquet d'années qu'on parle de cette problématique. Et ta première impression, après avoir rencontré plusieurs institutionnels, plusieurs officiels des gouvernements, ta première impression, c'est qu'il faudra d'abord régler un problème d'intégrité avant toute autre chose en matière de FFI en Afrique. Oui, effectivement,
Je réalise une étude sur les flux financiers illicites et principalement le défi pour les pays en développement et particulièrement l'Afrique. Effectivement, je relève un véritable souci d'intégrité dans la lutte contre les flux financiers illicites parce que je pense que la volonté politique est également du fait que nous sommes également en partie dans le problème et ce qui explique que nos autorités, nos dirigeants ont également du mal à être dans la solution. Bien vrai que les flux financiers illicites sont suscités par les grandes multinationales, mais nous savons également que les grands fortunés de nos pays sont également à l'origine de ces flux financiers illicites, que ce soit sur leur fortune personnelle ou sur les pots de vin qu'ils reçoivent dans le secteur extractif, qui les amènent à mettre en place des fiscalités incitatives qui alimentent les flux financiers illicites, mais qui servent leur intérêt finalement parce que derrière, ils ont des récompenses non officielles derrière. Et donc, oui, les flux financiers illicites en Afrique, moi, j'adosserais le manque de volonté politique également à l'intégrité. On ne pourrait pas dissocier ces problèmes, ces deux choses. Ce n'est pas intégralement l'intégrité, mais ça en fait partie et c'est un des fléaux pour nos pays. Alors oui, évidemment, nous reconnaissons l'importance d'une bonne intégrité pour mener les réformes positives en matière de limitation des flux financiers illicites. Mais nonobstant toute chose, si on avait des pays gouvernés par Dieu et les prophètes, qui sont par essence intègres, il y a quand même un défi en termes de transparence du système mondial. On va y aller par étapes. Que pensez-vous, par exemple, du niveau d'adoption des lois sur la transparence des propriétaires effectifs qui permettrait justement de limiter le problème d'intégrité dont vous parlez? En Afrique, aujourd'hui, seulement 23 pays ont adopté ces lois-là. Se basant sur l'ensemble des conversations que vous avez eues, comment percevez-vous ce ralentissement ou alors ce faible niveau d'adoption des lois sur la transparence des propriétaires effectifs? Alors, ça revient un peu toujours à la même préoccupation, c'est que la transparence effective, je vais déjà saluer les efforts qui sont faits parce que si on va dès le début, la transparence effective, c'était vraiment un ovni pour nos pays africains déjà pour intégrer même cette notion, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan pratique. Le Forum mondial de l'OCDE avec le programme Initiative Afrique a beaucoup travaillé là-dessus pour la mise en œuvre des normes de transparence effective pour identifier le bénéficiaire effectif en Afrique. Et avec les programmes d'assistance technique, je trouve qu'il y a une évolution. Toutefois, une bonne partie des pays restent encore frileux. Il y a un manque de volonté politique parce qu'ils ne sont pas pour l'instant dans la transparence. C'est le même problème que pour le secret bancaire qui persiste. Parce que voilà, on a un problème d'intégrité et quand on n'est pas intègre, il est difficile d'aller sur tout ce qui touche à la transparence parce qu'il faudrait que dès le sommet, l'exemple soit montré et qu'il y ait une transparence même des gouverneurs de nos pays pour pouvoir instaurer une transparence pour tout un pays. Donc, l'exemplarité fait défaut et je pense que ça fait partie du fait qu'ils ont du mal à partir sur des véritables réformes qui demandent une transparence totale sur les fortunes, le secret bancaire, pouvoir identifier qui est derrière quoi. Voilà. Mais même quand, malgré ces gouvernances critiquables, les pays font l'effort de vouloir quand même identifier les ressources qui ont été perdues dans les flux financiers illicites qui ne sont pas que liées à la corruption. Il y a les FFI qui sont du fait des pratiques commerciales douteuses, des sous-facturations, des surfacturations. On a vu aujourd'hui un leadership, par exemple, de l'OCDE. Bon, tu n'es pas obligé de parler de l'OCDE, mais on a vu ce leadership de l'OCDE qui est aujourd'hui critiqué notamment par le Forum ouest-africain des affaires fiscales. Est-ce que quelque part, les pays riches n'ont pas été un peu complices de ce que tu appelles ce manque d'intégrité et refusent eux-mêmes de mettre des réformes qui pourraient avoir un impact plus global, y compris en Afrique? Oui, effectivement, parce que les réformes ont été pensées de l'autre côté du rideau, j'ai envie de dire, alors que nous savons que l'Afrique est l'un des continents les plus touchés par les flux financiers illicites. D'ailleurs, les pays en développement sont les plus grandes victimes
parce que les fonds sont vidés, parce que quand on prend par exemple le cas des pays africains qui sont tellement, par exemple, riches en ressources minières et que lorsque l'on voit qu'une bonne partie des flux financiers illicites également est alimentée par le secteur extractif, donc on peut aisément comprendre qui sont les victimes. Derrière, ces flux sont rapatriés dans les pays développés qui en ont besoin pour financer eux également leurs ressources. Donc, bien évidemment, ils mettent des mesures taillées sur mesure pour eux, auxquelles on essaie d'intégrer nos pays. Du coup, ça donnait des réformes mondiales que l'Afrique a subies, premièrement, que l'Afrique essaie de suivre. Mais lorsqu'on n'a pas été en aval du processus, il est difficile d'être impliqué en amont et je doute fort que les pays africains en tirent un grand bénéfice parce que ils n'étaient pas à l'origine de cette réforme, ils n'étaient pas dans l'objectif de ceux qui ont pensé cette réforme. Alors qu'une réforme juridique, une réforme fiscale, qui est un grand instrument de politique économique, les premiers acteurs doivent être les premiers concernés à élaborer ces politiques. Donc, il est difficile d'élaborer des politiques qui relèvent en plus de la souveraineté des États, sans les États et de leur imposer. Donc, oui, je dirais sans langue de bois que oui, les pays développés ont pris des mesures qui les arrangent au détriment des pays en développement. Finalement, c'est très compliqué. Nous avons des populations africaines qui ont besoin d'accéder à l'école, aux hôpitaux, aux logements, aux routes, aux nouvelles infrastructures de développement économique, et les pays qui n'ont pas toujours la ressource et les décideurs politiques qui ont un problème d'intégrité et les partenaires des pays riches qui jouent la carte de leurs intérêts. Ces populations africaines sont prises dans un piège de l'injustice sociale permanente. Chez Tax Justice Network, nous avons aujourd'hui soutenu l'idée de porter les négociations fiscales dans le cadre des Nations Unies. On estime que les Nations Unies ont une plus grande vision en termes de droits de l'homme. Est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose que tu recommanderais dans le cadre de ton étude au regard de ce que tu as entendu et vu tout au long de sa préparation? Alors, si je fais abstraction de mon opinion personnelle, c'est vrai qu'en ayant interviewé les institutions africaines et un certain nombre important sur ces questions, y compris les pays, la tendance est de porter effectivement cette réforme au niveau de l'ONU, parce qu'ils ont le sentiment, en tout cas, qu'ils seront plus entendus. Et c'est tout à fait normal parce que le but d'une réforme, c'est que sa voix porte et qu'on soit pris en compte, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. En tout cas, les pays africains n'ont pas l'impression que leur voix soit prise en compte, que leurs intérêts soient pris en compte. En ce sens, l'ONU offre un cadre de coordination et de médiation qui permettrait vraiment aux pays africains de peser dans la balance et que le partage du gâteau soit plus ou moins équitable. Ce qui est sur le scénario serait moins catastrophique, je pense, qu'actuellement. Donc, on verra dans les prochaines années, mais je pense qu'on n'a rien à perdre. Envisager le scénario de l'ONU est un plan B qu'il ne faut pas mettre de côté. Et pour finir, peut-être, il faudra qu'en attendant, parce que les négociations à l'ONU prendront un certain temps, ça c'est sûr, c'est toujours le cas avec l'ONU, mais en attendant peut-être des formules simples, comme par exemple l'obligation des multinationales de publier pays par pays les revenus qu'ils ont générés, non pas seulement de déclarer comme dans le cas de l'ITE les paiements qui ont été faits aux États. Peut-être que déjà s'il y a une attitude responsable des pays développés à exiger que les sociétés multinationales qui ont leur holding de maison mère dans leur juridiction puissent déclarer les résultats pays par pays selon les normes internationales de reporting. Peut-être que ce serait déjà un premier pas pour que la société civile africaine puisse déjà avoir accès aux chiffres, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qui doit être payé, et on pourra appliquer de bonnes formules de répartition fiscale. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense que ça sera une bonne étape, mais malheureusement, quand on voit le constat, les pays africains qui ont adhéré à la déclaration pays par pays, et y compris aux normes d'échange automatique de renseignements, restent encore faibles. Ça reste une solution effectivement à envisager parce que ça c'est une belle opportunité pour les pays africains de pouvoir avoir une visibilité des flux qui circulent et pouvoir les taxer. Mais cela quand même demande un renforcement de capacité de nos pays également, qui ne sont pas assez outillés
en la matière, renforcement en termes de capacité humaine, en termes de ressources, de renforcement des unités, de modernisation de nos administrations. Ça fait qu'on est un peu bloqué dans le processus de tirer pleinement profit des réformes qui se font, qui demandent un certain niveau de technicité intellectuelle et y compris de nos administrations. Et cette mise à niveau également demande assez de moyens à nos pays et des ressources qui font défaut quand on sait que les premiers défis majeurs actuellement dans nos pays, avec la crise économique que traversent nos pays, les crises politiques, ce n'est pas la priorité. Nous savons que l'administration est un peu lésée, mais il faille déjà ces mesures internes pour pouvoir porter le poids de ces réformes internationales et bien sûr un renforcement de la coordination africaine. Et je soulèverai un truc, nous parlons beaucoup d'échanges d'informations internationales, mais je pense qu'il faudrait même que l'Afrique arrive à faire un échange d'informations en Afrique, et ce qui fait défaut quand nous prenons par exemple la convention UEMOA qui prévoit un échange de renseignements, très peu de pays le mettent en œuvre. Je suis d'accord que les flux financiers illicites sont rapatriés en Europe, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut déjà qu'on arrive à capter ce qui se passe sur le continent entre nous, et ça va nous rendre un peu plus robustes pour supporter la gestion des flux internationaux. Mais nous avons déjà un manque de coordination régionale, continentale. Je vois un peu mal comment nous allons faire face à une coordination internationale si le cadre régional, continental et national n'est pas davantage renforcé et que les États n'investissent davantage dans le renforcement de capacités de chaque pays. En tout cas, je te dis merci Joël Traoré. Je pense effectivement que c'est des pistes intéressantes de plaidoyer pour Tax Justice Network. Il est vrai que nous encourageons les pays à mieux lutter contre les tricks et les manipulations des multinationales qui vraiment sont un gros problème. Les Nations Unies ont dit que nous perdions près de 88 milliards de dollars chaque année à raison des flux financiers illicites. C'est une très grosse somme. C'est presque ce dont nous avons besoin pour construire des infrastructures. Mais c'est vrai, il faudra peut-être aussi regarder à l'intérieur de nos pays, continuer le plaidoyer pour plus de solidarité. Je te remercie. Et si il y avait une recommandation que tu ferais en termes de justice fiscale, une seule, qu'est-ce que tu dirais? Davantage d'intégrité. Davantage d'intégrité. C'est vrai que moi je dirais autre chose, davantage de transparence, mais oui, on va s'arrêter sur l'intégrité. Tu es d'accord pour la transparence? Tout à fait, c'est le mot clé. Voilà, parce que la transparence permettrait de repousser l'intégrité. En tout cas, merci. Exactement. Merci de cette interview. Merci et bonne journée à toi. Voilà, c'était tout pour votre podcast de cette édition. Je rappelle que nous avons parlé de la fiscalité des ultra-riches et pas n'importe lesquels, ceux qui font le commerce de la foi, le commerce de la parole de Dieu. Nous avons aussi discuté avec Joël Traoré sur la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique. Elle a rencontré des responsables au niveau des pays, mais aussi au niveau des instances régionales africaines et partage un peu le début de ces entretiens qui devront être consolidés dans un rapport à paraître bientôt. Je rappelle que si vous voulez écouter notre podcast, vous pouvez aller sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network en allant sur le site internet de taxcast.net et vous recherchez l'onglet en français www.impôts et justice sociale. C'est notre page sur YouTube, mais vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook Impôts et justice sociale ou Twitter Impôts social, hashtag Impôts social. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, recherchez votre programme pour interagir avec nous. Impôts avec S-8 social @outlook.fr et nous allons vous répondre. C'était tout pour cette édition de votre podcast. Nous espérons vous retrouver la prochaine fois. Nous avons commencé à le préparer déjà. Nous parlerons du financement des questions climatiques en Afrique. C'est une question importante alors que nous nous approchons de la COP28 et que l'Afrique continue toujours d'être sous-financée pendant que les multinationales nous laissent un passif environnemental très élevé et ne veulent pas contribuer au financement de l'adaptation ou au financement de la mitigation aux effets du changement climatique. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt pour une autre édition de votre podcast en français sur la justice fiscale en Afrique et dans le monde.